Cosa Vostra. Moi, c'est un conseil pour tous les gens qui vont lancer leur site e-commerce. Lancez votre site e-commerce et essayez de mettre un maximum de storytelling, de raconter une histoire, d'expliquer qui vous êtes et de créer de la valeur. Parce que aujourd'hui, si ton site c'est de mettre des produits, ton but c'est de mettre des produits sur un site avec des prix, il y aura toujours un mec qui sera dans son garage qui sera meilleur que toi parce que il habite en Lozère et que son entrepôt il coûte moins cher et qu'il est tout seul et qu'il a trouvé un stagiaire, etc. Essaye vraiment de travailler ta proposition de valeur et de raconter une histoire autour de ça. Parce que aujourd'hui, nous, on vend les mêmes produits que les autres. C'est juste que du coup, on les sélectionne, on les labellise et qu'on essaye de raconter une histoire autour de qui on est, comment on le fait. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, les consommateurs, ils sont avides d'histoire et ils veulent consommer mieux. Et du coup, l'enjeu, il est là. C'est si tu crées ton business, raconte une histoire, crée de la valeur et te contente pas de mettre des produits sur Internet parce que ton petit cousin ou ton petit frère qui fera du dropshipping, il fera mieux que toi dans 6 mois parce qu'il y aura une nouvelle techno. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Benoît Delporte, qui est le fondateur ou le cofondateur ? Le cofondateur. Le cofondateur de magarantie5ans.fr. Magarantie5ans.fr vend de l'électroménager en ligne. Vous avez lancé un magasin en 2012 et votre site internet en 2016, 2015, 2016 2016, c'est bien ça. Quelques années plus tard, on est 4 ans plus tard aujourd'hui, vous avez fait plus de 60 000 ventes et largement dépassé les 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est une très très belle prouesse dans un marché occupé par des gros acteurs historiques et d'autres pure players très présents comme les marketplaces, mais on y viendra dans une seconde. Autre exploit, vous êtes autofinancé à date. Ce qui on n'est pas peu fiers. C'est une belle prouesse, donc félicitations. Benoît, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis très heureux de te recevoir. Je passe aussi un grand merci à Nicolas Rateau de PrestaShop qui a permis cette rencontre. Benoît, pourquoi ma garantie 5 ans ? Alors ma garantie 5 ans, comme ça, de but en blanc, tu comprends pas trop qu'on fait de l'électroménager, mais en fait, moi de mon parcours, j'ai eu la chance de travailler pas mal avec Google et avec les différents outils. Et du coup, on a travaillé d'abord sur le parcours client. Et en fait, on a regardé sur Google Trends que la première requête pour un lave-linge, c'était lave-linge Darty. Et du coup, en fait, Darty a une telle notoriété que, en fait, les gens, quand ils cherchent un produit, ils vont chez Darty. Ils cherchent une référence produit, enfin ils cherchent un produit, ils mènent des spécificités et ils vont regarder 1400 tours, 8 kilos pour 3 personnes et à la fin, soit Darty fait bien le boulot et du coup ils achètent le produit chez Darty ou ils sont sur internet et ils veulent maximiser leur acte d'achat. Et donc du coup nous on a vu cette opportunité-là, on a vu qu'il y avait un parcours d'achat qui était assez simple, c'est que les gens vont chez Darty, trouvent une référence, la mettent dans Google et cherchent dans les comparateurs. Et donc nous dans un marché qui est, faut le dire, qui est très concurrentiel avec des vagues d'investissement qui sont énormes avec des acteurs comme Cdiscount, Boulanger, Ubaldi, Darty. Le coût d'acquisition est énorme et donc nous on s'est dit si on veut exister, il faut qu'on aille straight to the point. Il faut que on arrive quand les gens ont la carte bleue en main. Et là ils ont la carte bleue en main quand ils savent exactement la référence qu'ils veulent acheter. Donc par exemple quand le client il tape dans Google www9074
14, et ben c'est là qu'on intervient. Et du coup, qui est une référence de d'un lave-linge Samsung. Ok. Et donc du coup, c'est là où on intervient. Et du coup, c'est comme ça en fait qu'on est, je dirais, sorti du loup et sorti du lot. C'est qu'on s'est mis vraiment sur l'acquisition longue traîne, ce qui nous a permis d'avoir un budget d'investissement média qui était raisonnable et qui nous a permis de croître et de pouvoir construire notre business sereinement et de pas être à la merci de Google. Compris. C'est marrant que la première requête soit lave-linge Google ou sèche-linge Google. Darty, pardon, excuse-moi. Ouais, Darty, plutôt que, je sais pas, Siemens ou Whirlpool ou autre. C'est assez incroyable, mais ça veut dire qu'ils vont chercher un lave-linge Darty, arriver sur le site de Darty, faire une sélection, et ensuite, à partir de la référence ou du nom du produit en tout cas, refaire une recherche Google pour trouver un meilleur prix, c'est ça? Exactement. Alors, et c'est là que toi, tu dois te positionner. C'est là que je me positionne. Enfin, c'est comme ça qu'on s'est positionné au début, en tout cas. Ok. Mais alors, pourquoi ma garantie 5 ans? Ah bah, justement, question. Alors, du coup, en fait, là, il faut revenir à la genèse de la chose. C'est-à-dire que nous, on a des magasins. Et du coup, en 2016, moi, j'arrive en 2015. Et du coup, sur toute la partie digitale, c'est comment on va attaquer le marché. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait un enjeu énorme autour, du consommer mieux, de la durabilité, de l'impact écologique et autour de la durée de vie. Et on s'est dit, tiens, si nous, on va sur le marché et que on a une promesse identique aux autres, et aujourd'hui, la seule promesse que tu as aujourd'hui, c'est le prix ou la livraison rapide, mais comme tout le monde le faisait déjà bien, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et surtout, nous, on avait, je dirais, un enjeu personnel qui était de dire, bah, moi, aujourd'hui, j'essaye de consommer mieux personnellement, avec mes enfants, avec ma fille, avec mes enfants pour réduire mon impact écologique. Et du coup, on s'est posé la question comment on pouvait traduire nos enjeux personnels dans notre business. Et on s'est dit, bah, il faut qu'on travaille sur la durabilité et qu'on travaille sur la durée de vie des produits. Et donc, on s'est dit, on va s'appeler Ma Garantie 5 ans parce que comme on arrive en fin de parcours, les gens, ils vont voir quoi? Quand ils vont comparer les prix, ils vont voir le prix, le produit et notre promesse directement dans notre nom de domaine. Donc, ils vont voir qu'on a un super prix et qu'on est garanti 5 ans. Et aujourd'hui, l'enjeu sur des paniers moyens qui sont très élevés, la réassurance, elle est super importante. Si tu n'es pas capable de travailler sur ta notoriété, ta réassurance, sur ta garantie, sur ta livraison, aujourd'hui, tu n'arrives pas à émerger. Parce que sinon, tu sais, quand tu mets 500, 800 ou 1000 euros sur un produit, tu t'achètes sur certains sites, tu croises les doigts pour que le produit il arrive et que s'il a un jour il a un souci, que tu puisses gérer le retour et gérer le SAV. Donc c'est ça qu'on a craqué, c'est la réassurance sur le SAV et la garantie et le fait que ce soit dans notre nom, c'est ça qu'on a craqué un petit peu. Quand vous vous êtes lancé il y a 5 ans, mais c'est toujours d'actualité ou ça te dessert aujourd'hui? Aujourd'hui, on va pas dire que ça nous dessert, mais ça nous capte dans notre croissance parce que derrière, nous, ce qu'on veut, c'est travailler sur l'axe de la durabilité. Et du coup, aujourd'hui, on veut faire des produits qui sont peut-être garantis 7 ans, 10 ans ou à vie. Et la garantie 5 ans, en fait, ça nous coupe. Et nous, aujourd'hui, notre volonté, c'est de devenir la marketplace numéro 1 des produits durables, de la durabilité. Et la durabilité, elle s'exprime pas forcément que sur 5 ans. Et elle s'exprime sur 5 ans sur l'électroménager parce que c'était un peu, je dirais, l'indice Big Mac de l'électroménager. La garantie 5 ans, c'est ce que vendent les grandes enseignes. Mais aujourd'hui, il faut qu'on aille plus loin. Garantie à vie, garantie 10 ans, ou même parfois des produits garantis que 2 ans, mais qui sont garantis d'être durables avec un indice de réparabilité ou de durabilité important. Ok, compris. Faut changer de nom de domaine en fait. Faut s'appeler ma garantie 5 ans minimum.fr. Exactement. Faut pas autre chose. Super intéressant. Revenons à la genèse. Donc en 2012, vous ouvrez un magasin, c'est ça, qui vend l'électroménager déjà sur cette promesse. La durabilité. Alors pas du tout justement. En fait, en 2012, c'est Jean-Thomas Paradowski qui, avec Abdel, tous les deux, ils ont lancé un magasin d'électroménager. C'est un ancien de chez Heineken et un ancien de la Société Générale qui, un peu burn-out, on en a marre, on quitte la tour de la Défense et Asnières pour se lancer notre propre business et monter un magasin d'électroménager.
sur les conseils d'un de leurs proches. Et il se dit, bah tiens, on va montrer un magasin de déstockage d'électroménager avec une garantie de 2 ans, mais des belles marques. Toujours dans une logique on essaye d'avoir des produits de qualité, quoi. Et donc, il lance ça en 2012. Le business marche pas mal. Et moi, j'arrive après 8 ans d'expérience chez L'Oréal pour lancer, je dirais, l'expérience digitale et l'expérience omnicanal. Et du coup, lancer une marque un peu plus globale autour de la durabilité. D'accord. Et pour développer l'omnicanal. Donc, voilà, t'arrives en quelle année, toi? Je suis arrivé fin 2014. Donc, une bonne année avant le lancement du site internet. Ouais, voilà, exactement. Ok. Et quand tu arrives, vous avez combien de boutiques? 2. 2 boutiques. Sur Paris? Région parisienne? Sur Marne-la-Vallée, ouais. Une à Meaux, 2 boutiques. ouais, une à Val d'Europe et une à Meaux. Et en fait, ces je crois que là nous ont permis aussi d'emmagasiner un maximum de data sur les marques fiables, les taux de panne, etc. Sinon, en fait, on n'aurait pas la genèse, elle est là aussi. C'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire ma garantie 5 ans et notamment l'indice de durabilité, je pense qu'on en parlera après, en fait, il nous faut cruncher de la data et voir les taux de panne et voir la durée de vie des produits. Et sans toute cette antériorité-là, on n'aurait pas pu sélectionner les produits durables. Mais je veux bien qu'on y vienne. C'est quoi l'indice de durabilité? Bah, en fait, nous, je pense qu'on est le premier e-commerçant en France, /Europe, /monde, à labelliser une offre électroménager durable et réparable avec une garantie 5 ans gratuite, avec un indice de durabilité. Donc, en fait, on a lancé donc notre nouvelle mouture de site et notre indice de durabilité l'année dernière. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a construit un indice sur une base 100 avec 4 grands critères forts. Donc, le premier critère, en fait, on est le premier e-commerçant et retailer à dévoiler le taux de panne de manière indirecte. C'est-à-dire que 35 points sur 100, c'est le taux de panne. Donc, les 2 premières années, nous, on analyse par catégorie et par marque quel est le taux de panne d'un lave-linge. Lave-linge miel, lave-linge Samsung, etc. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, on prend le score UFC que choisir. Donc, tous les 2-3 ans, le UFC que choisir fait un score pour chaque catégorie de produits avec des marques, et du coup ça donne un score sur 100 aussi. Donc nous on le matrice, on le prend à 30 points. Ensuite on demande aux consommateurs qu'ils achètent chez nous, quand ils remplacent un produit, quel est le produit qu'ils ont remplacé, quelle était la marque, quelle est la catégorie et combien de temps ils l'ont possédé. Et du coup ça nous donne une durée de vie en année. Et après on prend un 4e critère, c'est la disponibilité des pièces détachées en année. Et là du coup on regarde pour chaque marque, on fait une matrice entre 7 ans et 15 ans, le maximum pour miel. Et du coup, on prend ces 4 critères, on les matrice, on les pondère, et ça nous donne un indice de durabilité. Et du coup, nous, on est le premier e-commerçant à ne sélectionner que des marques qui ont un indice minimum de 80. Donc, ça veut dire que volontairement, on se coupe de produits qui ne sont pas dans notre marché, qui ne sont pas assez durables au regard de nos critères. D'accord. Et vous vendez aussi les pièces détachées, c'est ce que je vois sur le site. Voilà, on a fait un partenariat avec Spareka, qui est le leader de la vente de pièces détachées. Et en fait, ils nous ont mis à disposition un outil qui permet de choisir, en fonction de ta référence et de la panne, de trouver la pièce détachée et que tu puisses acheter la pièce détachée et surtout avoir le tuto pour que tu puisses réparer le truc. Vraiment, notre enjeu, c'est de devenir la marketplace de la durabilité. Et du coup, on a 4 piliers pour ça. Le premier pilier, c'est sélectionner des produits des marques durables avec l'indice de durabilité. Le deuxième pilier, c'est allonger la durée de vie mécaniquement avec une garantie 5 ans. Le troisième pilier, c'est favoriser la réparation et la durée de vie des produits que tu as chez toi. Donc, c'est possibilité d'acheter des pièces détachées, Spareka, le partenariat. C'est aussi la possibilité de réparer ton produit s'il est plus garanti. Et 4e pilier, pour nous, c'est éduquer les consommateurs sur comment on fait durer son produit. Parce que l'enjeu est là. La verticale de la durabilité, faire durer son produit, il y a trois gros enjeux aussi. C'est 1, les marques qui font des produits de qualité. 2, les distributeurs comme nous qui allongent la durée de vie. Et 3, c'est les consommateurs qui vont prendre soin de leurs produits, qui vont mettre un anti-calcaire, qui vont mettre du sel, qui
qui vont faire les vidanges, qui vont faire tout ça. Et c'est ça qui va faire que le produit dure. C'est la marque, le distributeur et le consommateur. Si on veut faire durer et avoir un impact écologique qui soit important à son échelle. Compris, intéressant. Je pense à un truc, mais pourquoi vous lancez pas le Yuka de la durabilité? En fait, c'est un peu notre ambition, c'est que là, on est en train de se staffer justement parce que justement pour créer, pour mettre à disposition cet indice dans une application, certainement à moyen terme, pour que quand les gens ils scannent, eh ben ils peuvent voir si le produit il est durable ou pas durable en fait. Et du coup, c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on a en tête. Alors aujourd'hui, on se focus sur la vente de produits électroménagers, mais demain, ça peut mettre à disposition ça et du coup en termes de notoriété de nous faire aussi grimper quoi. Super, je t'entends super bien là. Ne bouge plus, c'est parfait. Nickel. Chers auditeurs, on a eu quelques minutes de réglage de micro. On enregistre à distance avec Benoît et vous entendrez cet épisode le vendredi, le dernier vendredi de juillet. Ok, compris. Oui, vous avez en tête de rendre cet indice de durabilité le plus accessible et facile possible. Et c'est vrai que ce serait intéressant d'en faire un standard, quoi. Mais du coup, ça n'existe pas actuellement? Alors aujourd'hui, il y a pas, on est les seuls, je dirais, en France, même je dirais pas dans le monde parce que je connais pas tout le pays, mais en Europe et en France, on est les seuls. Après, il y a des labels qui commencent à exister. Darty a choisi quelque chose qui s'appelle le choix durable, donc c'est-à-dire qu'il labellise sur certains produits le produit le plus durable. Nous, on a une démarche qui est un peu différente, c'est-à-dire que notre démarche est de ne sélectionner que des produits qui sont durables selon nos critères. Alors que Durable selon vos critères. Ok, compris. voilà. Très bien. Donc t'arrives fin 2014, il y a 2 boutiques. Vous avez emmagasiné pas mal de data sur les produits, les retours, les échanges, les pièces détachées, et vous décidez de vous lancer sur Internet. Et donc ça, c'est ton projet ou c'est votre projet? Ouais, exactement. Bah, moi, je suis en charge de tout de ce déploiement digital et d'offrir la meilleure expérience possible et de créer le plus de valeur sur la marque. Super. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passé ce lancement et comment vous êtes passé de boutique et donc j'imagine un rayonnement assez limité. Vous avez votre zone de chalandise, mais du coup 60 000 ventes 5 ans plus tard. Déjà, j'aimerais commencer par la plateforme. On est en 2015 quand vous faites votre choix, puisque vous lancez en 2016. Entre quels produits vous hésitez? Je parle de vente en ligne. Moi, je fais un premier cahier des charges. Donc, on l'a lancé en juillet 2016. Donc, ça a mis un an pour mettre un peu moins d'un an pour la réflexion. Et en 2015, début 2016, les outils à disposition, c'est Magento, PrestaShop, Power Boutique et Oxatis. Magento, trop onéreux et trop gros pour notre besoin parce qu'on allait avoir un petit trafic. Power Boutique modèle SaaS qui n'était pas forcément intéressant et WooCommerce n'était pas forcément développé et PrestaShop était l'acteur référence dans l'écosystème français et du coup on est parti directement avec PrestaShop et on avait une visibilité sur les coûts, la maîtrise des coûts, de la technologie qui était pour nous assez simple et on savait que la montée en charge on n'allait pas péter le million de visiteurs en un mois donc on savait que ça allait tenir la charge sans donc du coup, on s'est directement parti sur PrestaShop et c'est un choix qu'on n'a jamais regretté parce que c'est assez flexible et surtout ils sont vraiment montés en puissance. Ils ont le système de modules pour nous était quelque chose qui était vraiment intéressant parce qu'en termes ça nous permet d'aller assez vite en développement avec des choses sur étagère qui existaient déjà et qui n'étaient pas très chères. Que vous avez fait en interne ou vous avez fait appel à une agence ou des prestats? C'était une sacrée histoire, hein, parce qu'au début, on s'est dit, on est les plus forts du monde, on va le faire nous-mêmes. Bon, c'était une cata. Après, on a pris un petit freelance. On a commencé, mais on a vu que ça marchait pas. Donc, moi, de mon expérience que j'avais, on a pris une agence certifiée PrestaShop. Et du coup, c'est là où on a commencé à être meilleur, c'est qu'on a identifié sur PrestaShop les agences Platinum, Bronze, etc. Et du coup, on a pris l'agence de centre de commerce qui nous a aidé à déployer sur un thème préexistant.
Donc on a fait ça pendant 2 ans et demi, puis après on a switché d'agence. Parce que Coût trop élevé et pas assez agile, et que moi je savais très bien ce que je voulais en termes de développement, et j'avais besoin d'une agence qui était plus disponible et qui était plus là en exécution de ma vision, et que du coup j'avais pas besoin d'avoir une strate de chef de produit, de chef de projet, de chef de groupe, de pouvoir réserver des slots à 15 jours, à 3 semaines, etc. J'avais besoin d'être beaucoup plus agile. de flexibilité, d'agilité. De flexibilité, exactement. Ok, compris. En termes de gestion de stock, vous avez 2 boutiques et puis là, d'un coup, tu vas commencer à aller chercher du volume. Alors c'est un monde que je connais pas forcément. Je crois qu'on en avait parlé quand on a préparé cet entretien il y a 10 jours. Moi, j'avais fait mon premier stage en IUT, je crois, chez un distributeur. Alors c'était pas Métro, c'était je sais plus, mais c'était Liber, pardon. Je crois que c'était Liber. Ah, Liber. La marque Liber. J'avais accompagné un vendeur, vraiment, tu vois, stage terrain, accompagnant VRP qui faisait les petites villes de province pour aller distribuer dans les. Bref, vous fournissez directement auprès des marques ou il y a des intermédiaires, des grossistes? Là, si tu veux gagner ta vie un petit peu, parce que c'est pas évident, c'est un monde où les marges sont assez maigres. Il faut que tu sois en direct fournisseur, donc du coup en direct marque, et du coup nous l'enjeu, si on veut vraiment être bon et proposer les meilleurs prix à nos clients, il faut qu'on arrive à travailler sur du volume. Donc on essaye de travailler avec les marques, avec des camions entiers sur des références pour pouvoir proposer les meilleurs prix. Ok, donc 60 000 ventes, c'est pas des vendeurs uniques, il y a des personnes qui ont acheté plusieurs produits. 60 000 ventes, c'est ce que vous avez fait depuis le début, pardon. Exactement, ouais. Ça, c'est le nombre de commandes. Nombre de commandes uniques. Nombre de commandes, ok. Ça veut dire alors, pardon, les gens qui achètent. Il y a 60 000 commandes de un ou plusieurs produits. Exactement. C'est ça? Ok, d'accord. Alors, je vais pas te demander ta marge, mais juste pour avoir un ordre de grandeur, quand j'achète un frigo à 500 balles, combien est-ce que le distributeur final, le point de vente, garde? Je prends cet exemple comme ça, j'imagine que les marges sont différentes d'un produit à l'autre, mais il va pas gagner grand chose. Ça se compte en quelques euros, en dizaines d'euros, c'est quoi le... Ça se compte en dizaines d'euros, ouais. Ça se compte en dizaines d'euros. Quand même, ok. Ça se compte en dizaines d'euros. Et du coup, pardon, vas-y. Mais c'est pas énorme. Franchement, c'est pas énorme. C'est-à-dire que tu peux avoir un prix de vente moyen important, mais une fois que tu as enlevé tes coûts logistiques, tes coûts de garantie, tes coûts de gestion, etc., à la fin, il te reste pas grand-chose, quoi. Par rapport à des produits que tu importes de Chine où tu marges à 60%, donc tu peux diviser par beaucoup pour avoir notre marge. Et du coup, on a un enjeu de monter en volume, quoi. Et en revanche, j'imagine que comme vous vous positionnez sur des produits, alors je vais pas dire haut de gamme, mais des produits durables, j'imagine que c'est des produits qui sont plus chers et donc des paniers plus élevés. On a effectivement des prix de vente. Est-ce que c'est un raccourci qui est valable ou pas d'ailleurs? Ouais, aussi c'est extrêmement valable. C'est vrai que du coup, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, les gens qui viennent chez nous, ils viennent parce que on a un bon rapport qualité-prix, qu'on a une garantie 5 ans gratuite. Juste pour t'expliquer, un lave-linge que tu achètes 500 € chez Darty, tu rajoutes 150 € pour avoir la garantie 5 ans, donc ça te le fait à 650. Nous, le lave-linge à 500 €, il va être au même prix, ou parfois même un peu moins cher si on est bon, et on est garanti 5 ans gratuit. Et du coup, les gens qui viennent chez nous, la typologie des gens, les personas, parce que nous, on a travaillé beaucoup sur les personas, et les personas, c'est des personas de gens, je dirais, qui essayent d'intellectualiser leur achat et de dire, je suis prêt à acheter au même prix que Darty, mais avec une garantie 5 ans, et je comprends les produits que j'achète je comprends que les produits qui sont vendus sur ce site-là sont des produits qui vont durer plus, et en plus, j'ai la garantie qui vont durer au moins 5 ans. Donc, du coup, en termes de profil, ouais, c'est des gens qui ont un peu plus, qui comprennent et qui intellectualisent leur acte d'achat et qui vont payer peut-être un peu plus cher que des gens qui vont, enfin, pas plus cher, je me trompe, qui sont prêts à mettre plus cher dans un lave-linge et qui vont l'acheter au bon prix, mais ils vont pas acheter le lave-linge premier prix, tu vois, à 320 € chez Electrodépôt ou chez Cdiscount. Tu vois, vraiment, Okay. on a des profils clients qui ont rien à voir avec les profils Cdiscount, en fait.
où les gens ils sont là pour acheter du produit, consommer. Là, il y a une intellectualisation de ton achat et du coup, les personas ne sont pas du tout les mêmes. C'est intéressant cette démarche quand même, parce que ce qu'on n'a pas dit, ou tu l'as peut-être dit, je sais plus, mais c'est que tu as passé avant 8-9 ans au e-commerce chez L'Oréal. On est dans le luxe ou le semi-luxe, et là tu te mets à vendre des machines à laver, quoi. Après, je dirais c'est plus un état d'esprit. Et moi, ce que j'aime, c'est le e-commerce et trouver des leviers pour faire du business. Et puis après, c'est avoir l'esprit entrepreneuriat et aimer le digital et avancer, quoi. Quand je suis sorti de l'école à 23 ans, si on m'avait dit, Benoît, tu vas vendre des shampoings, parce qu'au final, je vendais des shampoings dans les salons de coiffure, mais enfin, je faisais du marketing digital pour du shampoing. C'était pas le truc. J'aurais préféré être dans le sport ou dans la voiture, je sais pas quoi. Mais au final, je me suis retrouvé à faire du marketing digital pour le shampoing. Une fois que tu l'as fait pour les shampoings, tu es capable de le faire pour un lave-linge ou pour autre chose, quoi. Ça reste de la grande conso. Alors, on est début 2016, ou enfin en tout cas on est en 2016. Votre site est sorti sur PrestaShop. Vous l'avez développé avec une agence, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, que vous avez quitté un peu plus tard. Mais vous l'avez développé avec une agence qui a su utiliser un template, hein, c'est ce que tu m'as dit. Enfin, Ouais, exactement. Ouais. Et vous le faire sur mesure. Et on ben n'avait pas super. beaucoup d'argent. On n'avait pas beaucoup d'argent au début, hein, parce que le site nous a pas coûté très très cher et qu'on avait des budgets limités. Donc 1 euro, c'était 1 euro. donc début 2016, tu as 3 points de vente. Tu en as 2 en physique en région parisienne et ton site internet. Aujourd'hui, vous avez fait 60 000 ventes. J'imagine que sur les 60 000, enfin j'imagine pas, je te pose la question, quelle est la part entre le retail et le direct to consumer? Alors, 60 000 ventes, c'est depuis 2012, donc on a beaucoup d'historique entre 2012. Je dirais que c'est... Et le lancement du site? Ouais, voilà, il y a un historique sur les magasins qui existe depuis maintenant. Alors sur les 12 derniers mois, est-ce que tu peux me donner un ordre de grandeur? Maintenant, c'est le e-commerce qui a pris pas sur les magasins. On est plus allez, on va dire à 55. Ouais, c'est 50-50. Je dirais 50-50. Attends, je suis quand même étonné. Du coup, je m'attendais à ce que tu me dises 90-10 ou 80-20. Non, t'es à non, 50-50 entre le site internet et les boutiques? Sur 2019, ouais, sur 2019. Sur 2019, mais admettons. Mais par contre, en 2020, je te cache pas que quand tu fermes 2 mois tes boutiques pour Covid-19 et que t'as plus que ton site e-commerce et que le e-commerce accélère, les tendances changent. Ça, c'est sûr. Mais ouais. 2019, on était plus sur ces tendances-là. Ok. Donc, début 2016, tu as tes 3 points de vente. Comment est-ce que tu lances tes ventes en ligne? Comment alors, tout seul. Tu lances, comment est-ce que tu accélères? C'est quoi les premières opérations que tu fais en 2016 pour faire connaître ton site? Alors, l'enjeu numéro 1 quand tu veux sortir du lot, c'est d'avoir une base de données la plus profonde possible pour ramasser un maximum de ventes. Donc, l'enjeu numéro 1, c'était ajouter des produits. Donc, tout seul, j'ajoute des produits. Je recrute un petit stagiaire et on commence à ajouter 400, 500 produits par semaine. Je t'avoue que c'était une galère de ouf. Et on rajoute 500 produits par semaine, 100 par jour. À 2, vous êtes à 50 par jour, 50 fiches produits par jour. C'est pour le faire assez régulièrement pour des clients, ou le faire, disons. On le faisait un peu brutal. On faisait du copier-coller, et puis ouais. et on demandait aussi à une autre personne de temps en temps pour nous aider. On avait des stagiaires d'1 ou 2 mois. C'était vraiment de la bricole, en fait. On commence à rajouter des produits, puis tu mets des prix, et puis tu vois que tu commences à faire des ventes, et puis après tu commences à essayer d'optimiser ton prix. Et puis après, tu dis, bah tiens, je vais essayer de pousser un peu plus l'acquisition sur Google. Tu lances tes premiers comparateurs de prix. Donc, on a lancé Clubic, on a lancé Idealo, on a lancé Électroménager Compare. Et tu vois que tu commences à faire des ventes. Et donc là, vraiment, ton travail pour émerger, c'est de sélectionner les produits qui sont les plus durables. Et tu sélectionnes un maximum de produits pour enrichir ton catalogue, pour maximiser ton potentiel de vente. Donc, tu remplis tes fiches produits, objectivement, tu remplis ton site web, quoi, de voilà, produits que vous avez en stock et que vous pouvez vendre, en tout cas que vous pouvez vendre. Et tu as dit ensuite, tu le distribues sur les comparateurs de prix. Comparateurs de prix, Google Shopping et sur Search. Avec la Donc, t'envoies dès le début tes flux sur ces comparateurs. Est-ce que tu utilises un outil pour le faire, ou est-ce que vous le faites sur chaque outil indépendamment? En fait, on utilise un outil qui s'appelle Shopping Feed, que tu dois connaître. Ok. Qui permet en fait de gérer tes flux, et du coup tu choisis sur quelle plateforme tu envoies quel produit, en fait, en fonction de la rentabilité, en fonction de ton CPC, en fonction de ton CPA. Et voilà, et c'est comme ça qu'on commence. Et puis
On s'est pris une grosse gamelle en acquisition dès le début. On a été voir Google et Google nous ont dit oh génial votre site et tout ça, on vous accompagne 3 mois gratuitement. Moi j'étais super, ils vont nous accompagner gratuitement. En plus c'est Google, c'est des mecs que je connaissais quand j'étais chez L'Oréal et tout ça, ils vont nous conseiller de ouf, tu vas voir. J'ai dit à mon associé, tu vas voir, ça va cartonner. Il me dit ouais, il faut mettre 5-6 000 ou 10 000 euros par mois. Ok. Donc premier mois on met 5 000, 2 mois on met 6 000. Et on Mais alors, sur quoi? Sur de l'AdWords, de l'acquisition? Sur AdWords, sur de l'acquisition, en search et en Google Shopping. Ok. Mais 5 000 euros et ça te rapporte 20 ou 30 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je te parle pas de la marge, c'est-à-dire que c'était une catastrophe. Et donc là, franchement, c'était une catastrophe. Et là, mes associés me disent, mais là, attends, là, c'est bien, tu fais du chiffre, mais regarde, si tu regardes le coût d'acquisition et la marge qu'on dégage sur ce chiffre d'affaires, on arrête dans un mois. Et donc, du coup, là, je vais chercher dans tous mes contacts quand j'étais chez L'Oréal et je regarde les gens qui faisaient de l'acquisition SIA du Google pour moi. Et je trouve un freelance et on commence à monter, je dirais, du traffic management sur Google. Et là, on commence à aller chercher du ROI et du ROS. Et là, on commence à devenir une vraie entreprise. Mais on a mis 6 à 7 mois pour commencer à se structurer au niveau de l'acquisition. Ok, je suis en train de prendre des notes. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, ça me fait penser à un truc que j'ai vu j'allais dire des débutants, en tout cas des jeunes e-commerçants faire. C'est effectivement comparer un CA versus une dépense. Et c'est bien ta marge que tu vas regarder à la fin. Parce que si tu dépenses pour faire du CA, c'est beau, mais si tu gagnes pas d'argent, mais que non, mais si tu regardes ton ROI juste sur ton chiffre d'affaires, moi, je regardais mon ROI sur marge, en fait. Et du coup. Et c'est pareil sur le return on ad spend, dans le ROAS, return on ad spend. Faut bien regarder ce que ça te rapporte sauf si t'es dans une perspective d'acquisition, que t'es prêt, enfin, de croissance, disons, ou de notoriété, que t'es prêt à perdre de l'argent. Mais en vrai, évidemment, c'est une évidence pour beaucoup d'entre nous, mais il faut quand même se le rappeler. Faut regarder ta marge, quoi. Faut comparer ta dépense à ta marge. Ta marge. Et vraiment, pour revenir en arrière, c'est que, en 2016 et ensuite en 2017, c'est que nous, on joue avec notre argent. C'est-à-dire que, et c'est très stressant comme truc à mettre en place parce que t'as pas le droit de te planter. T'as pas 1 million ou 500 000 euros que t'as été chercher chez un business angel où tu peux dire tiens, allez, je vais tester 20 ou 30 000 sur Facebook, 20 000 sur Google, je mets ça en place, j'itère, je teste, je regarde et je prends celui qui marche mieux. J'ai perdu 20 ou 30 000, c'est pas grave. Moi, quand j'ai mis 10 000 derrière, il faut que je paye mes gars, il faut que je paye mes coûts de structure et que si je me plante une fois, 10 000 euros, vu notre business, c'est énormément de chiffre d'affaires à aller chercher, quoi. Donc, il faut pas se planter. C'est intéressant. Ouais. On s'est un peu planté au début, mais en 1 mois ou 2, il faut savoir se réorienter tout de suite, sinon t'es mort. Donc, vous avez votre boutique, vous allez distribuer vos flux produits avec Shopping Feed sur différents comparateurs de prix, les ventes commencent à rentrer, vous parlez à Google et tu nous as expliqué ton anecdote à l'instant, première gamelle, et puis ensuite vous commencez à travailler un vrai trafic avec ce traffic manager. Tu m'as dit tout à l'heure en intro que la démarche client est très souvent d'aller trouver un produit puis de taper sa référence en ligne pour voir s'il n'est pas moins cher ailleurs. Ça veut dire qu'il y a un gros travail de SEO aussi à faire. Il y a un gros travail de SEO et du coup la première chose qu'on a fait en SEO, c'est de mettre toujours la référence au début en fait. Et dans le titre et partout à l'intérieur de la page et de la description en fait, de la page produit. Et du coup, l'enjeu il est là. Quand tu tapes la ref, nous en SEO, on remonte tout de suite. En fait. Et ça, on peut faire un test là, je vais le faire en live, mais est-ce que tu as une ref à me donner? Tu prends RF 56 J 90 40 SR. Est-ce qu'on est encore bon? Attends, mais ça les gens vont taper ça? Ah non, ils vont faire un copier-coller et le retrouver, quoi, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. Alors là, on est descendu en page 2 là-dessus, mais on était là, mais ouais, on est tout en haut de la page 2 en fait. Ok. 56 J90 40 SR. Par exemple, c'était un frigo qu'on vendait bien, et du coup, tu peux le voir, on a beaucoup d'avis, on a 61 avis sur ce produit, et du coup, les gens tapent ça.
toute façon, si tu fais cette requête et tu regardes sur Google, tu verras que Cdiscount a le même réflexe, que tout le monde fait plus ou moins la même chose. Après, en termes de SEO, ça va dépendre de l'autorité de ton nom de domaine, qui fait que tu vas remonter plus ou moins bien. Évidemment. Mais donc le SEO, vous commencez à le travailler très très tôt. On travaille très tôt, mais là, pour le coup, c'est pas un truc qu'on travaille bien, parce que on a toujours été dans une logique de retour sur investissement immédiat. Et moi, ma logique est toujours dire, quand j'investis dans Google, je sais que ça me rapporte de façon immédiate, alors que le SEO, je sais que c'est à moyen terme. Et du coup, c'est pas quelque chose c'est dans notre ADN, mais on l'a pas poussé. Et du coup, c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est un truc qu'on doit travailler sur 2020 et 2021, c'est de travailler sur cette expertise-là. Et du coup, on va recruter quelqu'un à la rentrée, là, pour travailler là-dessus. Et ça, c'est vrai que on est assez dépendant à Google en payant. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est un de mes regrets, mais bon, c'était un choix. C'est de dire, bah, moi, je veux faire du business tout de suite. Et du coup, j'ai toujours mis le SEO de côté parce que c'est du temps. C'est beaucoup de temps homme, en fait, le SEO, au final. Alors, du temps homme et du coup, parce que tu faut faire de la conception en rédaction, il faut faire de l'optimisation de code, voilà. il faut faire plein de choses. Hein. Il faut faire. Mais sur le long terme, c'est ce qu'on dit souvent nous à nos clients, c'est que tu gagnes rapidement à faire de l'AdWords, mais tu gagnes sur le long terme. Donc tu peux accélérer tes ventes au début, mais ensuite il faut assurer. Et du coup, exactement. Il faut assurer l'organique et du coup, moi j'étais toujours dans une logique ROI immédiate et surtout par rapport à l'argent que j'avais à allouer et au temps que j'avais à allouer. Maintenant, on est staffé, on commence à être 15-16. Mais en 2017-2018, je suis tout seul avec un alternant et un stagiaire, tu vois. Donc. Attends, quand tu dis 15-16, c'est sur la partie web, sur le direct consumer. On est 16 avec les. Ouais, il y a 4 personnes. C'est hors boutique, je veux dire. C'est hors boutique, ouais. D'accord. Et ces 16 personnes, elles sont sur quel type de rôle? Je dirais c'est 50%. En fait, il y a j'ai 3 personnes qui sont des commerciaux. C'est-à-dire, c'est des gens qui on a une démarche assez singulière. C'est-à-dire que pour nous, chaque client est unique. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui crée un compte client, on essaye de l'appeler, ou quelqu'un qui a créé une commande, on l'appelle pour faire du cross-selling, de l'upselling et du personal shopping. Et du coup, c'est ça que je t'expliquais un petit peu en amont dans le briefing, c'est que nous, on essaye de réinventer l'expérience client e-commerce en faisant en sorte que d'avoir un contact comme en magasin. C'est-à-dire que les clients, on les appelle, on essaye de comprendre pourquoi ils ont acheté chez nous et de savoir si ils n'ont pas d'autres produits à acheter, si on peut pas les aider pour les conseiller, s'ils n'ont pas un projet global. Souvent, ils achètent un four chez toi, mais en fait, ils refont la cuisine. Ils te le disent pas. Et si tu les appelles pas pour faire du personal shopping et les conseiller, tu peux perdre des ventes. Et du coup, nous, on se rend compte que Amazon, par exemple, a instauré sur le e-commerce une relation en fait où il y a une relation robotisée et que les gens sur des achats comme ça, ils ont besoin et ils veulent être conseillés, être assurés sur le fait qu'il y ait quelqu'un derrière, qu'on ait des experts et valoriser aussi notre expertise. Donc du coup, tu vois, on a déjà switché un mec qui était en magasin, on l'a switché pour le mettre en commercial web. Il avait une expertise métier, mais on l'a mis au profit du web. Tu vois? Et ça marche et ça cartonne. Depuis qu'on relance. Et alors comment tu fais? Il faut que tu captes un contact à un moment. C'est-à-dire que nous, on travaille avec des outils comme ShopeeMind, tu vois. Je sais pas si tu connais, mais ShopeeMind, c'est un outil qui permet en fait de capter des gens, soit par Facebook, soit des notifications push. Donc à chaque fois, il faut que le client accepte de dire oui, j'accepte de recevoir une newsletter, soit j'accepte de recevoir des notifications, soit j'accepte de parler avec toi par Facebook, ou tout simplement les gens qui créent des comptes. Nous, la valeur d'un client sur notre site, elle est énorme en fait, parce que quand il crée un compte, le panier moyen, il est très élevé. Donc et on n'a pas genre. Tu vois vraiment cette différence? Un compte créé égale panier moyen plus élevé? Ah oui, clairement. Et les gens, quand ils créent un compte client, en général, c'est pour acheter. Donc après, il faut qu'on essaye de comprendre quels sont les points de friction
pourquoi le client qui a créé un compte n'a pas acheté chez nous. Mais c'est pas comme dans le bonbon. Dans le bonbon, ou je sais pas, ou dans des prix de vente à 5 ou 10 euros, tu peux avoir peut-être 200 ou 500 créations de comptes. Nous, on a un nombre de créations de comptes qui est beaucoup moins élevé, en fait. Et du coup, création de compte égale information de contact. Si j'achète pas, ou en tout cas si j'achète pas immédiatement, toi tu vas prendre contact avec moi, c'est ça? Toujours. Ok. Toujours, Ok. on essaye de t'appeler ou t'envoyer un petit message sur Facebook et pour essayer de comprendre ta démarche et comment on peut t'aider, quoi. Message sur Facebook aussi. Et ça, c'est toujours avec ShopeeMind. Ça, aujourd'hui, non, on l'a lancé avec ça, on va bientôt le déployer avec ShopeeMind, mais on l'a lancé avec Crisp. Je sais pas si tu connais, c'est un logiciel de chat. Ça, c'était un gros apprentissage qu'on a eu pendant le Covid. Le chat. Ouais, le chat. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on voulait pas le lancer parce qu'on n'avait pas les personnes à disposition. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, nos magasins ont été fermés. Et du coup, on s'est dit tiens, on a des vendeurs qui sont au magasin, ils ont plus rien à faire. Et donc du coup, on s'est dit tiens, on va ouvrir le chat et on va ouvrir un chat Facebook. Et je pense que c'est la meilleure chose qu'on ait jamais faite parce que du coup, on avait une présence permanente et les gens ont toujours des petites questions et si t'es pas capable de leur répondre tout de suite sur des paniers moyens élevés, ils switchent. Donc le fait qu'ils voient qu'il y a des gens qui répondent, qui n'étaient pas des robots, ça nous a fait gagner en conversion. Et là où on a gagné énormément, c'est Facebook Messenger. Pour nous, c'est un changement qui a été incroyable parce qu'en fait, c'est un truc magique, mais t'es en relation avec la personne de façon permanente. C'est-à-dire que tu peux lui envoyer un chat à minuit, il va recevoir une notification. Et du coup, tu perds jamais la relation. À la différence d'un email, une fois que tu lui shootes un email, il voit ton email dans sa boîte, ça va en spam ou il te détruit, il l'ouvre pas. Ou si tu fais une demande de chat sur un logiciel du type iAdvise, etc., une fois que tu as chatté, tu t'en vas et t'as plus de relation. Alors que là, tu es en relation permanente. Et ça, si j'avais un conseil à donner à des gens qui ont un logiciel de chat sur leur site e-commerce, c'est vraiment d'installer Facebook Messenger. Ça va changer vraiment notre relation avec les gens et surtout augmenter notre conversion de manière importante. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je me demande si c'est valable pour tout. Alors j'imagine que là on est sur que ce soit valable pour tout, mais sur des gros paniers où tu dois travailler ton client sur le moyen terme, c'est où il y a de l'expertise technique, c'est important, tu vois. Sur notre métier, c'est important. Tu fais t'as quel volume de visite sur ton site et quel est ton taux de transfo sur une visite? Aujourd'hui, en termes de taux de transfo, on est autour de 1 point. Sur 100 visiteurs, tu vas faire une vente? Ouais, c'est ça. Et sur 100 visiteurs, il y aura combien de comptes créés? Sur 100 visiteurs, je vais être à peu près à 140, 130 comptes créés, 140. Non, j'ai mal compris. Sur 100 visiteurs? Non, sur 1000. C'est-à-dire que par exemple, quand je vais reprendre les datas de ce matin sur 500 commandes, en général, j'ai à peu près 700 personnes qui ont créé un compte. Donc en fait, j'ai perdu 200 personnes entre les gens qui ont créé un compte et qui ont 200 personnes entre les gens qui ont je me répète, 700 personnes qui créent un compte et il y en a 500 qui achètent. Donc j'ai perdu 200 personnes entre la création de compte et l'achat. D'accord. 5 à 7. Donc quand tu me disais que tu as un taux de transfo de 1%, c'est-à-dire que sur 100 visiteurs, il y en a à peu près 1.4, 1.3, j'en sais rien, qui vont créer un compte et un qui va acheter. Alors attention, la création, sur 100 visiteurs, j'en ai un qui achète. Ouais. C'est intéressant, mais du coup, tu as un beau levier, effectivement, je le comprends maintenant, de croissance de chiffre d'affaires sur là, dans ton exemple, les 200 comptes qui n'achètent pas, donc sur les quelques pourcents ou dixièmes de pourcents qui ont créé un compte et n'ont finalement pas acheté, mais donc tu as les contacts et que tu peux activer sur tu disais Facebook Messenger ou autre. Ok. Exactement. Et qui coûte moins cher du coup que de l'acquisition de nouveaux visiteurs sur sur AdWords. C'est des prospects chauds. Moi, ce que je dis à mes commerciaux, c'est comme si le mec qui crée un compte sur ton site, c'est comme s'il venait en magasin. C'est comme s'il était rentré dans la boutique. Il rentre dans la boutique.
Ah, c'est pire que ça. Il rentre dans la boutique. Il t'a laissé son... Monsieur, il te choisit, il dit, putain, je veux ce produit, je le mets dans mon panier. Il te donne tes coordonnées. Et puis, au moment où il met sa carte bleue, il dit, bah non, je m'en vais. Salut. Et je lui dis, bah c'est pas possible. Le mec, il a fait un effort, il est venu jusque chez toi. Il t'a donné ses coordonnées personnelles. Et au final, au moment où il met sa CV, il l'achète pas. Donc, du coup, nous, on a un gros travail là-dessus. Nous, ce qu'on fait, du coup, c'est qu'on les rappelle. Puis, nous, on a un travail d'UX de savoir quels sont les points de friction et pourquoi le mec, il a pas acheté. Parce que, du coup, il faut qu'on arrive à travailler sur ce trafic-là. Imagine quand tu gagnes, tu passes de 1 point à 1,2 ou 1,3 en taux de conversion. Bah, du coup, ton job, là, c'est en vrai, ça fait 20% de croissance de ton chiffre d'affaires. Voilà, exactement. Ça fait 20%. Alors que tu dis que tu passes juste à 1,2. Tu fais 20%. Ouais. Donc, aujourd'hui... C'est toujours ce vieil adage sur le newbies versus le biz élevé, quoi. C'est plus facile de transformer du biz existant, d'élever un client existant que d'aller chercher un nouveau client. Je crois que le ratio, c'est 8 fois. C'est 8 fois moins cher d'aller élever un client existant qu'un nouveau client, mais ouais, c'est ça. Ok, super intéressant. Je serais curieux d'avoir d'autres apprentissages et insights. Donc, on a parlé d'aller distribuer tes flux sur des comparateurs de prix. Est-ce que vous distribuez aussi vos flux sur des marketplaces ? Sur ma garantie 5 ans, on a commencé un petit peu c'est cette année, mais aujourd'hui, on préfère privilégier vraiment notre site parce que nous, on a une marque forte. Et aujourd'hui, ma garantie 5 ans, la promesse de garantie, elle est pas lisible sur les marketplaces. Ouais, quand ils achètent chez Cdiscount, chez Ubaldi, chez Mano Mano ou chez qui tu veux, et les gens ils achètent ils savent même pas qu'ils achètent chez un distributeur tiers. Et du coup la garantie, ce qu'ils veulent c'est du prix et la garantie c'est pas quelque chose qui valorise. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est qu'aujourd'hui le business de la garantie 5 ans, c'est un business qui est de vente de magasins. Nous, le fait qu'on l'offre, du coup, c'est pas pareil. Mais aujourd'hui, les gens, ils achètent pas une garantie. C'est un vendeur qui vend une garantie 5 ans en magasin. Donc nous, on essaye de plus lui mettre un prix à cette garantie parce qu'on l'offre aux clients. Mais du coup, si on va sur les marketplaces avec notre promesse, elle sera pas entendue. Et du coup, on va perdre de l'argent à vouloir vendre des garanties 5 ans à des gens qui peuvent les produits les moins chers. C'est pas le même, c'est exactement ce que tu disais au début, c'est pas le même persona, quoi. C'est pas c'est pas le même persona. Nous, c'est clair, c'est qu'on va pas chercher le persona prix. Alors après, tu vois, on est capable, on sort des lave-linges à 390 €, garantie 5 ans livré. Hein. Ça, c'est des belles promesses. Hein. C'est une belle promesse déjà, ouais. C'est une belle promesse, mais aujourd'hui, c'est pas le cœur de marché de vendre des lave-linges à 390 €. Parce que aujourd'hui, il y a des gens comme Ubaldi, Cdiscount qui font très très bien le boulot. Ok, compris. Pour cette partie marketplace et pour continuer sur les canaux, est-ce que vous faites de l'affiliation ? Du coup, parce que là, tu continues de contrôler ta marque, tu continues de contrôler ton discours, mais tu fais un achat chez toi. Ouais, ça, on l'a fait juste avec un comparateur qui travaille en CPA. Mais ça, justement, on est en train de voir. Mais c'est quelque chose qui me taraude et que j'ai envie de mettre en place depuis plusieurs mois. Mais comme c'est assez black box, tu sais, l'attribution, c'est-à-dire qu'ils sont capables de t'envoyer pas mal de trafic, etc. Et que il y a les logiques d'attribution et qui sont pas évidentes à cerner. Et que notre business model, il est pas forcément et les marges qu'on dégage, surtout, c'est ça que je veux dire, en logique avec les business models des gens qui font de l'affiliation, qui te prennent un pourcentage qui est élevé. Et nous, aujourd'hui, on peut pas se permettre de donner 4, 5, 6, 8 ou 10% de ton chiffre. À la fin, c'est ta marge. Je comprends. Mais là, ce qu'on est en train de travailler plutôt, c'est travailler sur Facebook et les réseaux sociaux en mode acquisition socio-démographique. Donc, on est en train de travailler avec une agence qui s'appelle Ads Stéroïdes et qui va travailler, eux, au CPA. Et du coup, on est en train de travailler avec eux sur comment cibler des gens qui veulent consommer mieux, qui font attention à leurs déchets, tout ça, etc.,
faut être pas sur des gens qui veulent acheter une référence, mais des gens qui veulent acheter un lave-linge qui est durable, tu vois. Parce que le problème de Google, ouais. le problème de Google et notre acquisition, la personne qui cherche une référence, il veut forcément quasiment toujours le moins cher. Donc du coup, tu te retrouves avec des gens où si t'es pas le moins cher du moins cher d'internet, eh ben ça te coûte cher en acquisition parce que in fine il veut optimiser son acte d'achat. Alors après, il y a plein de gens qui comprennent parce qu'ils se disent la garantie 5 ans, je sais la valoriser, mais le mec qui cherche du prix, des fois il arrive pas à valoriser la garantie parce que ça l'intéresse pas en fait. Il veut du prix. Je comprends. Et c'est marrant parce que quand j'ai préparé cet entretien dans mes notes, j'avais même pas mis, tu vois, c'est un acte manqué, j'avais même pas mis les réseaux sociaux parce que je me demandais, je me demandais comment tu pouvais vendre une machine à laver ou une plaque de cuisson sur les réseaux sociaux. Mais du coup, ça m'intéresse de comprendre comment tu les travailles. Donc, je comprends le ciblage. Et j'imagine que c'est assez facilement de trouver un trentenaire d'une grande métropole qui est intéressé par l'environnement. T'as compris, c'est ça. Et qui a une famille. Enfin voilà, peut-être dans la cible. Vois. Je suis peut-être dans la cible. Donc ça, je vois assez bien comment tu le cibles. Mais qu'est-ce que tu lui proposes du coup? Tu vas pas lui afficher une grosse. Enfin, pardon. Tu lui expliques en fait ta proposition de valeur en disant nous on sélectionne des produits des marques durables, donc tu lui expliques notre indice de durabilité rapidement et tu lui expliques que tu peux acheter un même produit que chez les concurrents moins cher avec une garantie 5 ans et en plus on est sûr qu'il est durable parce qu'il y a un indice de 80 minimum sur 100. Tu vois. Et du coup c'est aujourd'hui toi si moi c'est un conseil pour tous les gens qui vont lancer leur site e-commerce. Lancez votre site e-commerce et essayez de mettre un maximum de storytelling, de raconter une histoire, d'expliquer qui vous êtes et de créer de la valeur. Parce que aujourd'hui, si ton site c'est de mettre des produits, ton but c'est de mettre des produits sur un site avec des prix, il y aura toujours un mec qui sera dans son garage qui sera meilleur que toi parce que il habite en Lozère et que son entrepôt il coûte moins cher et qu'il est tout seul et qu'il a trouvé un stagiaire, etc. Essaye vraiment de travailler ta proposition de valeur et de raconter une histoire autour de ça. Parce que aujourd'hui, nous, on vend les mêmes produits que les autres. C'est juste que du coup, on les sélectionne, on les labellise et qu'on essaye de raconter une histoire autour de qui on est, comment on le fait. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, les consommateurs, ils sont avides d'histoire et ils veulent consommer mieux. Et du coup, l'enjeu, il est là. C'est si tu crées ton business, raconte une histoire, crée de la valeur et te contente pas de mettre des produits sur Internet parce que ton petit cousin ou ton petit frère qui fera du dropshipping, il fera mieux que toi dans 6 mois parce qu'il y aura une nouvelle techno. C'est un super passage. Je me le suis noté. Ça va certainement finir en intro. Le dernier sujet sur l'acquise et l'entretien, disons, de ta base. Comment est-ce que vous travaillez l'email? Eh ben, ça. Est-ce qu'il y a des newsletters? Est-ce qu'il y a des relances? Est-ce qu'il y a des paniers abandonnés? Si. Donc, on travaille avec ShopeeMind et du coup, en fait, on a mis en place une dizaine de scénarios, en fait. De relance email, relance SMS aussi. C'est un peu intrusif, mais ça cartonne parce que 98% de taux d'ouverture. 98% d'ouverture. Et ouais. Et donc, du coup, tout de suite, t'es dans le téléphone de la personne, alors que l'email, t'as un taux d'ouverture de 15 points, t'es au max. C'est un peu compliqué. Là, avec la nouvelle version de ShopeeMind V3, Facebook Messenger retargeting, alors là, t'es dans le carton le plus complet parce que les gens, ils n'enlèvent jamais les notifications dans leur téléphone. Donc, du coup, tu dis salut, c'est moi ma garantie 5 ans. Et là, paf, notification. Et donc, ça marche plutôt pas mal. Et donc, après, on fait des relances concernant les emails. On travaille la base sur la relance de panier abandonné quelques minutes après, 3 jours après. Et après, des fois, je veux pas te donner tous les scénarios pour pas que les clients ils sachent s'ils vont avoir un code promo. T'as des scénarios avec des petits codes promo en fonction de la valeur. C'est au bout de combien de temps que j'ai 50%? C'est juste ça. Combien de temps il faut attendre? Non, mais alors, sur la méthode, en revanche, sur la méthode, c'est ça. C'est que tu vas me donner des incentives pour acheter après quelques... Voilà, en fonction de la durée, plus tu t'éloignes de la création de ton compte d'achat, au début, tu réassures sur quitter, puis après, tu commences à donner un peu de code promo et un peu de marge pour voir si c'est ça le levier. Mais avant de donner de l'argent, on préfère
vois, déjà, en fait, la démarche, le retargeting, c'est l'appel. Tu appelles le client et tu essayes de l'avoir au téléphone. Et déjà, ça, 50% des gens, une fois qu'ils ont eu un appel, ils finalisent leur acte d'achat. Après email, après SMS, et puis après, si on voit que ça n'a pas marché, on rentre un peu plus dans des logiques de code promo. Ok, je comprends. Intéressant. Je vois aussi les notifications sur ton site. Ouais, Ça, on vient c'est aussi de ShopeeMind. lancer ça. Ouais, ça c'est ShopeeMind. Ça c'est la V3 de ShopeeMind qu'on a déployé là il y a quelques jours. Ok, et alors, tu as des premiers retours, des premiers insights à nous donner? Honnêtement, pas vraiment parce que le nombre d'inscrits est pas significatif et qu'on a quelques bugs. Donc du coup, on l'a mis en prod, mais c'est pas très concluant parce que vraiment on a mis ça en place il y a 10 jours. Donc vraiment là, on est en apprentissage. Mais en tout cas, l'outil est super puissant parce que nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, l'email c'est bien, mais que en fait, le client maintenant, il est partout. Il est sur les réseaux sociaux, il est sur SMS, il est sur WhatsApp, il est partout et que l'email, je vais être un peu trash, je vais pas dire que c'est un canal abandonné, mais c'est tellement surchargé, il y a tellement d'annonceurs, il y a tellement de gens que maintenant ton message il passe à la trappe. En fait. Et maintenant il faut essayer d'être un peu plus malin. Et, euh, et du coup, Facebook Messenger ou tout simplement l'appel en retargeting, c'est beaucoup plus efficace. Hyper intéressant. L'appel, je trouve ça intéressant, mais ça me m'étonne pas. Ce que je trouve étonnant dans ce que tu nous as dit jusqu'à présent, c'est le Facebook Messenger, parce qu'en plus tu tombes pas dans la boîte principale. Bah, je sais pas moi, si c'est comme si c'était un pote qui t'envoyait un message, quoi. Ouais. Ouais. Donc, Quoi ça, ok. sur Messenger, ouais. Ouais. C'est-à-dire que c'est une notification, quoi, direct. Donc ça, c'est et même le samedi dimanche. Hein, moi, je m'embête le samedi dimanche. Je vais sur Crisp et il y a des clients qui demandent et puis du coup, je fais des conversions, je m'amuse. Tu fais des fois, tu fais des devis complets à 2, 3, 4 000 euros, tu vois. Donc, et là, c'est pas inutile. Alors, ça me permet de sauter à la partie suivante. Donc, on a dit, vous êtes sur PrestaShop depuis le début, vous n'avez pas l'intention de le quitter pour l'instant. Non. Vous aviez, on a parlé de ShopeeMind, on en a parlé suffisamment, on va pas le, voilà. On a parlé de Shopping Feed, qui te permet de distribuer tes feeds. Est-ce que c'est toujours l'outil que vous utilisez aujourd'hui? Ouais, ça on n'a pas changé. Ça on n'a pas changé. L'outil est vraiment puissant. Ça permet vraiment en fonction de règles métiers de pouvoir diffuser ou pas des produits et de choisir où tu les diffuses en fonction de la rentabilité du ROI par plateforme. Ok. C'est un bon outil. On a parlé de Crisp, qui, j'espère, passera bientôt sur ce podcast, parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle, donc j'aimerais creuser le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres outils dont vous ne pouvez pas vous passer? Après, on a notre logiciel aussi qui envoie des emails qui est Sendingblue. Et après, en termes d'outils, c'est les gros, c'est les gros outils qui sont sur. Ouais, c'est les principaux. Ouais. Après, on a pas mal de choses qu'on a pu développer en interne, mais sinon. Ouais, du sur-mesure, c'est ça? Ouais, du sur-mesure. Ok. Est-ce que tu m'as parlé de la gamelle tout à l'heure de shopping, de Google Shopping. Alors c'est un outil qui est formidable. C'est juste que vous l'avez mal peut-être appréhendé au début, mais je veux pas. Mais est-ce qu'il y a eu à l'inverse une accélération forte à un moment et à quoi peux-tu l'attribuer? Alors là, la plus grosse accélération qu'on ait eue, c'est Covid. Alors là, ça c'est assez. Alors la deuxième plus grosse accélération depuis la grosse accélération qu'on a eue, c'est quand on a recruté une personne pour justement rappeler tous les gens et pour gérer. Parce qu'au début, on s'est dit tiens, on va mettre des produits en ligne, etc. Donc ça c'est bien. Et en fait, on s'est rendu compte d'avoir quelqu'un au téléphone qui répond, qui rappelle et qui relance tous ces gens-là, d'apporter de l'humain, in fine, dans un métier de e-commerce, ça a du bon. Et du coup, ça nous a permis vraiment de gagner 40-50% de ventes et surtout l'ajout de produits. Ça,
en fait, on a un catalogue de 4500 produits actifs. Et du coup, c'est l'ajout du catalogue plus la personne qui rappelle, la combinaison des deux qui fait qu'en 2018, on a eu une croissance qui a été super importante. Et du coup, maintenant, on a un gestionnaire de base de données. Ça, c'est un métier clé qui chez nous sur les nouveaux produits pour savoir quels sont les promos, quelles sont les offres de réduction, quels sont les produits qui n'existent plus, parce que le pire dans notre métier aussi, parce que des fois, on vend des produits qu'on n'a pas forcément en stock, parce que c'est des produits tellement spécifiques, comme des pianos de cuisson ou des frigos américains qui sont faits presque sur mesure. Et du coup, bah, si tu vends des produits que t'as pas, c'est une galère en termes de gestion. Donc du coup, la gestion de la base de données, pour nous, c'est super important. Et plus elle est grande, et plus tu peux avoir des commandes chez toi, tout simplement. En fait. Et notre métier, c'est plus de produits, plus tu as de produits, plus tu as des produits de qualité au bon prix, plus tu fais de ventes. À la différence j'ai écouté un de tes podcasts la fois dernière, c'est mais tu devrais tous les écouter déjà. Je sais pas pourquoi tu dis un de mes podcasts, mais tous. où le mec il vendait, je crois que c'était des cosmétiques, je sais plus, et en fait il crée ses propres produits et lui. Ah, c'est Nidé.co avec Simon Ménard de mémoire. En fait, c'est tu soumets. Alors, c'est un épisode hyper intéressant. Tu soumets une idée de cosmétique qui n'existe pas. Si tu arrives à rassembler 2000 votes de la communauté, et ben ton produit part en prototype et puis ensuite en vente et tu reçois un petit chèque si ton idée est sélectionnée et tu reçois un pourcentage des ventes si le produit part en vente, quoi. Et le produit est lancé. Excuse-moi, vas-y. Par exemple, ils ont une problématique de se faire connaître, de notoriété qui est énorme. Parce qu'en fait, ils doivent créer leurs propres références, leurs propres produits. Et donc, du coup, il faut qu'ils investissent sur la notoriété, sur la communication autour de ça. Alors que nous, là où ça a été, un peu plus simple, c'est que on enchérit sur des références qui sont connues, sur des marques qui sont connues. Donc, du coup, c'est là aussi, on a réussi à grandir, c'est de capitaliser sur la notoriété des marques qui sont déjà achetées, en fait. Et c'est ça aussi qui nous a aidé à sortir, en fait, du lot, okay. de sortir de T'as dit un truc qui est intéressant et je le rappelle. Moi, un des grands enseignements, enfin parmi les grands enseignements que j'ai depuis que j'ai lancé le panier, c'est l'importance du retail. Il y a beaucoup d'invités qui sont venus et qui m'ont dit que non, c'est le retail qui a permis d'accélérer ou qui est une base arrière, ou en tout cas le retail permet d'accélérer. Voilà, on fait de l'omnicanal et le retail reste important. On peut pas que faire du DTC, du direct to consumer. Et toi, tu as dit un truc il y a 5 minutes là qui était intéressant. Tu as dit rapporter de l'humain dans la relation en ligne, en fait, c'est ça. Exactement. D'être appelé par quelqu'un qui va me donner des conseils, prendre en main ma demande et m'apporter sa reco, ça reste super important. Écoute, c'était passionnant. Ouais. Vas-y. Il y a un outil qui est aussi primordial pour nous, je t'en ai pas parlé. Alors, c'est un outil de pricing, en fait, parce que nous, on est sur un métier du prix. C'est-à-dire que, comme on est sur la référence, c'est des trucs qui sont très facilement comparables. Donc, les gens, ils sont sensibles au prix. Du coup, on a un outil qui s'appelle Price Observatory. Et du coup, nous, on monitore tous les jours tous les prix de tous les concurrents. Et du coup, on regarde c'est un peu la bourse, quand ça monte et ça descend. Et du coup, on a un outil qui permet d'automatiser la montée ou la descente de nos prix. Et c'est intéressant. Price Observatory. Exactement. Ouais. You get it. Ok, intéressant. Question que je me pose, que j'aime beaucoup, j'ai entendu dans un autre podcast, j'avoue, c'est un podcast qui est Invest Like the Best, qui est hyper intéressant. Et je me suis dit, ce serait intéressant de la poser. Ma question est la suivante, et ce sera certainement la dernière de cet enregistrement. Où est-ce que tu vas cranter en 2021 ? C'est quoi ta frustration en tant que e-commerçant aujourd'hui et qu'est-ce que tu as envie d'apprendre ou sur quoi tu as envie de progresser ? Alors, nous, on a deux choses où on a vraiment besoin de progresser. C'est le SEO. Donc là, c'est plus une problématique de temps et de ressources. Donc ça a été validé dans la roadmap. Et on a trouvé surtout l'outil qui va bien et l'agence qui va bien, qui s'appelle Smart Keyword. C'est un outil qui permet de dire, en fonction de ta page, si elle est optimisée ou pas, et qui va te dire quel mot-clé il faut mettre pour que tu sois en top, en fonction de l'intensité concurrentielle.
Donc ça, c'est le truc numéro 1 sur lequel on va travailler, c'est SEO, parce que travailler à court terme, le ROI à court terme, c'est bien, mais maintenant qu'on a un peu plus d'aisance financière, parce qu'on a développé du business et qu'on peut recruter des gens, on peut travailler à moyen terme. Et deuxième chose, c'est 2 et 3, j'ai envie de te dire, c'est l'analytics et l'UX. Aujourd'hui, moi, je dirais que je suis un commerçant qui fait du e-commerce et qui maîtrise très très bien toutes les bases du digital, tous les enjeux, etc. Mais j'ai pas une expertise poussée sur l'analytics, pas assez poussée, qui fait qu'on va gagner ces 0,1, ces 0,2 et être meilleur en conversion. Donc du coup, ça va de pair avec l'UX. C'est voir dans ton parcours client quels sont tes points de friction, les identifier et travailler sur ton UX pour voir est-ce que il y a un problème de bouton, ou est-ce que c'est ta promesse qui va pas, ou est-ce que ton prix de livraison est trop cher. C'est travailler sur l'expérience utilisateur pour augmenter ta conversion, le CRO, quoi. Ça, c'est un gros travail. Et du coup, ça, c'est des choses que tu fais à des niveaux, à des niveaux de maturité qui sont super importants. Et comme tu dis aussi, c'est l'attribution. C'est qu'aujourd'hui, et ça, c'est plutôt, je dirais, 2021, c'est de savoir, avec tous les leviers que tu actives, parce que du budget, on commence à avoir un budget de conséquent en budget acquisition, c'est de savoir de façon très fine quels sont les leviers qui t'apportent le plus, sur quel produit, comment, et du coup de travailler justement sur cette attribution et sur cette analytics, quoi. Du coup, en fait, c'est vraiment maîtriser ta data. Et la maîtrise de la data, c'est quelque chose qui est pas forcément simple. Il faut avoir une expertise et qui est pas forcément donnée à tout le monde quand tu commences dans le e-commerce. Et c'est rare que tu aies un expert data quand tu commences. Et du coup, je suis d'accord. L'analytics. Et au début, tu peux pas forcément te payer un expert data. Tu vois, tu essayes de faire des ventes, d'avoir le meilleur site possible, et après tu vas. Et ça, c'est un gros point dans notre roadmap sur la prochaine année. Merci, hyper intéressant. Et une belle conclusion là-dessus. Benoît, merci encore infiniment d'avoir accepté l'invitation. Ça a été très large sur cette partie acquise et lancement, donc ça m'a bien plu. Surtout que c'est un domaine que j'avais encore jamais fait et que j'avais pas mal de questions. Bonne chance pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter c'est quoi ton enjeu, ton challenge aujourd'hui, ton premier challenge? Mon premier challenge, c'est de monter en expertise et de faire connaître notre marque le plus possible à le plus de gens possible, parce qu'on voit qu'on a un défi de notoriété. On a une promesse qui est exceptionnelle, parce que quand tu expliques aux gens que t'es moins cher, qu'il garantit 50, t'as une livraison gratuite, mais que t'arrives pas à exprimer ça à assez de personnes, t'as une grosse frustration. Donc moi, mon challenge, c'est de faire en sorte de faire comprendre aux gens qu'on peut consommer mieux et qu'il y a une offre qui existe qui s'appelle Ma Garantie 5 ans, et que vous avez le droit de consommer mieux avec des tarifs intéressants et une garantie 5 ans. Bon, génial. Merci beaucoup Benoît, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour être averti des prochaines sorties. Salut Benoît. Merci beaucoup, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.